Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Écoutez, moi, je peux pas être plus heureuse. On est le 27 juillet. C'est le début des Jeux Olympiques. Je suis une grande fan des Jeux Olympiques, d'été du moins. Je m'intéresse un petit peu moins au sport d'hiver, mais c'est vrai que les JO d'été, j'adore là. J'ai déjà la grille des programmes en tête, hein. Je sais déjà quel sport passe à quelle heure, sur quelle chaîne. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait fêter ça et je me suis souvenue, d'une vieille vidéo, mais une des premières sur la chaîne. Donc c'était une vidéo qui parlait, de l'histoire du sport féminin. Alors à l'époque, vous en souvenez peut-être, mais c'était n'importe quoi. J'avais pas de micro, je tournais mes vidéos dans le jardin parce que sinon ça résonnait. L'horreur. Donc je me suis dit que cette vidéo quand même méritait d'être un petit peu modernisée, d'être complétée et voilà, je me suis dit que ce serait peut-être bien de revenir dessus, de revenir sur ce sujet. Arrêtons ces dégressions et plongeons-nous dans les 2500 ans d'histoire du sport féminin. Alors la mythologie gréco-romaine, vraiment, elle regorge de grandes sportives qui auraient pu gagner la médaille d'or haut la main. On peut penser à la coureuse Atalante, à la chasseresse Artémis, à la reine des Amazones, Hippolyte. Mais ça, c'est des fables, c'est de la mythologie. Dans la vraie vie, c'était un petit peu plus compliqué pour une femme grecque de faire du sport. Prenons les Jeux Olympiques, hein, puisque c'est d'actualité. Elle n'avait pas le droit d'y participer. Les femmes mariées ne pouvaient même pas y assister pour des raisons de pudeur. En effet, on s'affrontait dans le plus simple des appareils. Alors, exception notable quand même, les femmes propriétaires de chevaux pouvaient participer aux JO parce qu'en fait, dans le cas des courses de chars, ce n'étaient pas les conducteurs, les auriges, qui étaient récompensés en cas de victoire, mais les propriétaires des chevaux. C'est ainsi qu'une princesse de Sparte, qui était également une dresseuse de chevaux accomplie et soi-disant conductrice de char elle-même, même si elle n'avait pas eu le droit de participer aux JO, a marqué son époque. Il s'agissait de Siniska. Donc elle a réussi en fait le double exploit, donc au JO de -396 et -392, hein, puisque déjà à l'époque c'était tous les 4 ans, de remporter à 2 reprises la course de quadrige. Alors, autre exemple notable qu'on peut mentionner, les Jeux Éréens, c'était une sorte de Jeux olympiques low cost. C'était des Jeux olympiques féminins, donc qui se tenaient à Olympie également, tous les 4 ans. Des femmes s'affrontaient lors d'épreuves de course à pied. C'est cool, vous allez me dire. Sauf qu'en fait, il s'agissait d'unique épreuve de 160 mètres. Donc toute la journée, des femmes s'affrontaient sur du 160 mètres. Ouais, on a vu plus distrayant quand même. Bon, alors il y a plusieurs explications culturelles, hein, qui expliquent que les femmes grecques n'ont pas accès au sport, hein. Le fait que c'est vrai que la femme en Grèce doit être cantonnée au foyer, à la maison, hein. La culture grecque est vraiment la plus sexiste de son époque. Et il y avait aussi des théories scientifiques. Même des grands médecins comme Hippocrate, par exemple, partaient du principe que le sport était très mauvais pour les femmes. Parce que, vous savez, l'Antiquité et jusqu'au XVIe siècle, c'est le triomphe de la théorie, par exemple, des humeurs. Alors, c'est un peu long à expliquer, mais en gros, le corps humain est composé de 4 matières principales, plus ou moins humides, plus ou moins sèches. Et c'est vrai que les femmes sont censées être composées de matières humides plus que les hommes. Et donc, on a peur, si elles font du sport, qu'elles s'assèchent et qu'elles aient des problèmes de santé, notamment de stérilité, et qu'elles deviennent trop masculines. Ça, vous allez voir, hein, cette peur que les femmes se masculinisent, mais c'est vraiment récurrent. Et c'est un des arguments qu'ont opposé les opposants au sport féminin, et ça pendant 2000 ans. Alors à Rome, ça va un petit peu changer. Le sport va se démocratiser et les femmes, du moins de classe aisée, ou les femmes qui ont quand même un minimum de bagages économiques, ou du moins qui peuvent se libérer du temps libre, vont par exemple au gymnase. L'engouement des femmes pour le gymnase est tellement fort qu'en 117, l'empereur Adrien doit instaurer des horaires différents pour les hommes et les femmes pour justement des questions de pudeur. Parce que des choses pas très racontables commençaient à se passer justement dans ces gymnases. Bien sûr, déjà à l'époque, il y a des haters, hein. Et le pire hater de l'époque, c'est Juvénal. Juvénal, vraiment, c'était le Éric Zemmour de l'époque. Je trouve qu'il y a un petit air de famille quand même. C'était vraiment très satirique, très moqueur à l'égard des femmes qui faisaient du sport. D'ailleurs, il est connu pour ses satires, et beaucoup de ses satires visaient justement les sportives, et encore pire, les gladiatrices. Car oui, c'est pas un mythe, il y avait des gladiatrices à Rome. Alors,
Elles n'étaient pas aussi nombreuses, bien sûr, que les gladiateurs, hein. Ça restait des spectacles prisés car exceptionnels, mais elles existaient. D'ailleurs, l'empereur Tibère va adopter un décret qui interdisait aux enfants, en fait, d'aristocrates de devenir gladiateurs. Et dans ce décret, il est écrit les fils et filles de sénateurs. Donc, c'était pas anecdotique. Il y avait des femmes gladiatrices. Et d'ailleurs, putain, l'hypocrite. Lors des funérailles de sa mère, Agrippine, l'empereur Néron va mettre en place un énorme spectacle de combat de gladiatrices pour rendre hommage à sa mère. Alors quand on connaît la relation entre Néron et sa mère, d'ailleurs il semblerait qu'il ait même joué un petit rôle, on va dire, dans la mort de cette dernière. Ouais, on atteint le summum de l'hypocrisie, mais bon, écoutez, je pense qu'aussi Agrippine ne devait pas être une mère facile. Ça mériterait un jour une vidéo, tiens, sur la relation entre Néron et Agrippine. Alors au Moyen-Âge, il n'y a pas grand-chose qui change, hein. Il y a toujours cette vision du sport, non pas comme un jeu, mais comme un prolongement de l'entraînement militaire. Le sport peut servir à occuper les hommes désœuvrés, hein, quand il n'y a pas de guerre. On va quand même permettre aux femmes de participer, on va dire, à 3 sports. Bien sûr, l'équitation, hein, qui est avant tout un moyen de transport, hein, mais aussi un loisir. La chasse également, mais pas n'importe quelle chasse, hein. On voit pas les femmes poursuivre les sangliers avec une pique, hein. C'est plutôt la chasse avec des oiseaux de proie, vous savez, la chasse au petit gibier. Et enfin, il y a le jeu de paume. Alors le jeu de paume, attendez, petite pause. Vous voyez l'engouement pour le foot, là, en 98? Vous voyez l'engouement pour Pokémon, à la fin des années 90? Vous voyez l'engouement pour la K-pop aujourd'hui? Vous êtes hyper loin de l'engouement qu'a suscité le jeu de paume au bas Moyen-Âge. Les gens étaient fous. Genre, tout le monde joue au jeu de paume. D'ailleurs, les gens étaient tellement fous de ce jeu qu'en 1397, le prévôt de Paris a dû interdire au peuple de jouer au jeu de paume, sauf le dimanche, parce que les gens, ils négligeaient beaucoup trop leur travail. Et d'ailleurs, le nom d'une joueuse du XVe siècle nous est parvenu. Il s'agit de Margot la Henouillère, une très très grande joueuse de son époque, peut-être même la première sportive professionnelle moderne, puisqu'elle a pu vivre entre guillemets de sa passion. Elle va être recrutée par Philippe le Bon, donc le duc de Bourgogne, qui lui-même était un grand amoureux du jeu de paume, pour ses talents de joueuse. Donc il va l'inviter à rejoindre sa cour pour justement pouvoir jouer avec lui et ses compagnons. Bon, malheureusement, tout le monde n'était pas aussi ouvert d'esprit que Philippe le Bon, et on trouve encore de la littérature qui déconseille aux femmes de faire du sport, hein, même dans notre propre camp. Christine de Pisan, voilà, l'écrivaine féministe, mais c'est anachronique encore une fois, du Moyen-Âge, l'autrice de La Cité des Dames, et même Christine a écrit que si certes les femmes sont plus rusées que les hommes, leur constitution est plus faible. Quand j'ai lu ça, je me suis sentie trahie. Christine, comment tu peux dire ça? Peut-être que leur constitution est plus faible parce que justement, on leur empêche de faire du sport. Que du coup, là, on a beaucoup parlé du monde européen, mais jetons un petit coup d'œil quand même à ce qui se passe à l'étranger, et notamment en Asie. Alors, j'ai un peu cherché en Amérique du Sud, en Afrique, et c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de sources, alors qu'en Asie, c'est sûr, un vieux continent de l'écrit, c'est plus facile. On voit par exemple que les femmes de la cour des Tang, alors la dynastie Tang, c'est un des apogées de la Chine. C'est vrai que l'histoire de la Chine est tellement longue qu'on ne peut pas parler d'un apogée, il faut parler de plusieurs apogées, même si c'est vrai que c'est un petit peu un contresens. Mais il faut savoir que la Chine, à l'époque des Tang, avait atteint vraiment un niveau de raffinement et une période très stable politiquement. Donc forcément, ça a permis le développement des arts, et notamment le développement des jeux, des sports. Et les femmes n'étaient pas totalement exclues. Alors après, attention, là on parle vraiment de l'élite, on parle des femmes aristocrates, bien entendu. Mais on voit que ces dernières avaient accès à un certain nombre de loisirs. Par exemple, ces femmes pouvaient jouer au kujou. Alors le kujou, c'est une sorte de cousin ancien du football, puisque les participants s'échangeaient une balle et devaient ensuite envoyer la balle dans des sortes de cages avec un filet. Elles pouvaient également jouer à un sport, un ancêtre du golf. Le tir à l'arc également leur était ouvert. Mais le sport vraiment qui était préféré chez les Tang, chez les femmes Tang, c'était le polo.
Mais ça, c'était pas qu'en Chine, hein. Les femmes mogholes, les femmes perses aussi jouaient au polo. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé au musée Guimet, donc le musée des arts asiatiques à Paris, dans le 16e, il y a des statuettes funéraires, en fait, de joueuses de polo, justement, de l'époque Tang. Je sais pas si vous êtes familier du polo, mais franchement, c'est vraiment physique et vraiment très, très sportif comme sport. Ça demande des chevaux très nerveux, ça demande une réactivité, ça demande, d'être toujours, en fait, les muscles tendus. Alors je suis cavalière, hein, l'équitation, c'est vraiment un sport sous-estimé. Je vous jure, vous faites une bonne séance d'équitation d'1 heure, vous êtes bien fatigué, hein, et je sais ce que c'est la fatigue parce que je fais aussi du crossfit. Et ben le polo, ah bah putain, faut pas que je sois vulgaire dans la caméra. Mais le polo, je peux vous dire que ça vous fatigue un homme et ça vous fatigue une femme, hein. Dites-vous bien qu'aux États-Unis, le polo n'est devenu accessible aux femmes qu'en 1972. Et ça, on le doit à une cavalière qui s'appelait Sewell, une passionnée de polo, mais on lui a interdisé en fait de se licencier, de participer à des compétitions. Dans les années 50, 60, elle va se déguiser en homme. Et elle va comme ça participer à des matchs de polo travestis, jusqu'à ce qu'on se rend compte de la supercherie et la Ligue américaine de polo dut l'ouvrir aux femmes. Donc par la suite, sa propre fille devint elle aussi une grande cavalière de polo américaine. Donc c'est drôle quand même de voir que les Perses, de ce point de vue-là, étaient plus ouverts d'esprit, par exemple, que les Américains du XXe siècle. Mais bon, la grande révolution, c'est le 19e siècle, un siècle quand même très ambigu, puisque jamais on n'aura autant voulu maîtriser le corps des femmes. Le 19e siècle, vous savez, c'est la grande époque des théories médicales pseudo-scientifiques, qu'on sait aujourd'hui qu'elles étaient un petit peu foireuses. C'est l'époque des crinolines, des corsets qu'on sert de plus en plus. Et en même temps, paradoxalement, c'est un siècle de libération pour certaines femmes qui commencent à sortir du foyer. Bon, là encore, on parle beaucoup des bourgeoises et des aristocrates, mais quand même, le sport commence à se démocratiser, tant pour les hommes que pour les femmes. Et ça, par exemple, on le doit à certaines innovatrices comme Amelia Bloomer, donc une américaine, qui, dans les années 1850, va inventer du bouffante. Alors, comme ça nous laisse un petit peu perplexes, mais il faut savoir que dans les années 1850, pudeur oblige, les femmes devaient faire du sport avec des robes longues ou des jupes longues. C'était quasiment impossible de faire de la bicyclette ou du tennis avec une robe qui touchait le sol. Donc forcément, là, cette jupe culotte, ça va permettre aux femmes de faire de nouvelles activités. Et on va voir par exemple des femmes investir des nouveaux sports, notamment 3 sports, donc la bicyclette, le tennis et le golf. Ça, à la fin du 19e siècle, c'est vraiment les 3 sports féminins par excellence. Bon, alors ça, bien entendu, hein, comme d'habitude, ça va déplaire à certains babous un petit peu fragiles et malheureusement des gens très influents dans le milieu du sport, notamment le fameux baron de Coubertin, hein, qui nous a fait renaître les Jeux Olympiques. Mais bon, je vous laisse découvrir ça à l'occasion de la Minute Beauf. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Mais bon, ces gros réacs ne pourront pas arrêter une machine déjà bien huilée et bien lancée. D'ailleurs, lors des JO de Paris de 1900, les épreuves de golf et de tennis vont s'ouvrir aux femmes. Et on voit au début du 20e l'apparition de sportives stars. C'est le cas par exemple de Charlotte, surnommée Lottie Dowd, une Britannique, donc qui a gagné 5 fois Wimbledon, qui était aussi membre de l'équipe britannique de hockey et également une championne de tir à l'arc. Oui, à l'époque, c'était très courant que des sportifs soient très polyvalents. Le sport n'était pas aussi ultra spécialisé qu'aujourd'hui. Et ça va y aller crescendo. L'entre-deux-guerres, c'est vraiment le temps des pionnières. Et cet engouement touche tous les sports. Hélène Nice, par exemple, devient la première femme pilote professionnelle. En 1926, l'américaine Gertrude Ederle devient la première femme à traverser la Manche à la nage. Elle va battre le record, tous sexes confondus, masculin et féminin, en 14h39.
Faut dire que ça vient pas de nulle part aussi. Le sport est encouragé. Déjà, par exemple, entre deux guerres, c'est le Front populaire. C'est le début de la société des loisirs, avec notamment l'instauration des congés payés. On veut que les Français et les Françaises bougent, sortent. Il faut également mentionner les efforts de certains individus remarquables, et notamment Alice Mila. Alice Mila, c'était elle-même une grande sportive, notamment une rameuse accomplie, qui va être la présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Elle et son groupe de sportives influentes vont vraiment faire beaucoup pour vendre le sport aux jeunes filles et surtout structurer des organisations pour chaque sport. Alors, les choses vont un petit peu se modifier avec le régime de Vichy. Vichy n'est pas hostile au sport féminin. Disons que Vichy a une logique spartiate. Il faut que les jeunes femmes fassent du sport parce que seulement les femmes sportives peuvent faire de bonnes génitrices. Oui, avec Vichy, on est très pragmatique. On a un dessein, repeupler la France de bons Français, et pour ça, tous les moyens sont bons, dont le sport féminin. Mais attention, le sport féminin doit être pudique. Donc les femmes doivent s'entraîner dans des lieux clos, loin du regard public, et notamment du regard masculin. Et surtout, il ne faut pas non plus que le sport soit pratiqué avec excès, parce qu'on ne veut pas que les femmes se masculinisent. On ne voudrait pas, par exemple, qu'elles deviennent trop viriles et qu'elles aient des idées un petit peu déplacées. On encourage le sport, mais pas trop, et que les femmes restent à leur place. Alors, la seconde révolution du sport féminin, c'est vraiment l'après-guerre. Le sport féminin gagne ses lettres de noblesse, ou du moins, il n'est plus ridicule, il est beaucoup moins moqué. On ne le considère plus comme une activité, on va dire, à la marge du sport masculin. Cependant, des combats perdurent, notamment la mixité et l'égalité, surtout l'égalité salariale. Et ça, c'est un mouvement international, cette recherche de mixité. Dans une précédente vidéo, vous savez, j'ai parlé de Catherine Switzer et surtout de Bobby Gibbs, qui ont été les deux pionnières pour ouvrir les marathons aux femmes. D'ailleurs, on ne le dira jamais assez, mais on entend souvent que c'est Catherine Switzer, la pionnière des pionnières, qui a été la première femme à faire un marathon. En fait, on doit tout à Bobby Gibbs. Moi, j'aime bien Bobby Gibbs. C'est elle, justement, qui avait été la première à participer à un marathon, sauf qu'en fait, elle n'avait pas de dossard. Catherine, vous vous souvenez, avait pris un nom masculin pour avoir un dossard. Bobby, elle s'était cachée, je crois, derrière un arbre et avait rejoint le début de la course. Et en fait, c'est en entendant parler de Bobby Gibbs dans les journaux ou la radio, je ne sais plus, que Catherine Switzer s'est dit « Oh bah tiens, je vais faire pareil ». Donc la vraie pionnière, c'est Bobby Gibbs. Et même plus récemment, par exemple, le combat pour ouvrir les disciplines sportives aux femmes au JO, c'était laborieux. Ce n'est qu'en 84 qu'il y a eu une épreuve, par exemple, cycliste pour femmes au JO. Mais c'est pas que dans les JO. Regardez la boxe. Aujourd'hui, la boxe, c'est une discipline hyper populaire, même auprès des femmes. Et bien, ce n'est qu'en 98. Beaucoup d'entre vous, on était nés en 98, vous voyez, et bien qu'il y a eu pour la première fois des compétitions de boxe féminine. Avant, c'était quelque chose de très 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 informel en fait. Idem pour l'égalité salariale, alors je suis obligée de parler de Billie Jean King. Alors Billie Jean King, pareil, il y aurait tellement de trucs à dire sur elle. C'était une joueuse de tennis superstar américaine dans les années 70, qui est notamment connue pour la bataille des sexes, vous savez, un match très médiatique qu'elle avait fait contre un homme, parce qu'elle trouvait ça scandaleux qu'on pense qu'une femme, tenniswoman, ne puisse pas jouer contre un homme. Forcément, il y a eu tout un film dessus, je vous encourage à aller voir ce film. Je l'ai pas vu, mais je crois qu'il a l'air vraiment bien et j'ai envie de le voir un jour. À l'US Open, il y avait une très très grosse différence de primes entre hommes et femmes, et donc c'est simple, elle a menacé de boycotter l'US Open tant qu'il n'y aurait pas un alignement des primes. Et du coup, comme elle était très très célèbre, l'US Open a accepté et a enfin aligné les primes des hommes et celles des femmes. Et c'est 10 ans plus tard que Wimbledon, et je crois même encore plus tard que Roland Garros a enfin accepté de faire la même chose. Bon, et alors aujourd'hui, en 2024, écoutez, un tiers des femmes, à peu près, arrivent à avoir une activité physique hebdomadaire. C'est pas mal. Et dans certains sports, comme la course à pied, on atteint la parité. Il y aurait à peu près 12 millions de coureurs en France, il y aurait 6 millions de coureuses. Après, là où on voit un gap, c'est au niveau des compétitions. 2019, donc c'était l'année où j'avais couru, moi. Je crois qu'il n'y avait que un tiers de coureuses. Et c'est vrai que quand on voit les marathons, les trails, a fortiori les trails c'est très masculin. Je me souviens par exemple, j'avais fait le marathon trail de Fontainebleau. À une époque j'aimais bien le sport. On était, pas beaucoup, on devait être 200 inscrits, et on était 19 femmes.
Après, c'était la pire expérience de ma vie physiquement. Mais voilà. Et ça, je trouve ça dommage. Alors après, tu as forcément le marketing s'en est mêlé, hein. Par exemple, on a vu l'apparition de courses uniquement féminines, comme les Parisiennes, ou alors la course des princesses à Versailles. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, à titre personnel, j'aime pas du tout ce genre de courses. Pourquoi payer des sommes folles? Parce qu'elles sont pas données, ces courses, hein. Pour justement rester entre nous. Au contraire, pour moi, c'est pas ça l'égalité. Moi, j'aime pas le séparer mes égaux. Pour moi, non, les femmes doivent concourir dans les mêmes compétitions que les hommes. Et alors, je comprends que ça peut gêner certaines femmes et tout, mais tant qu'on restera, tant qu'on s'auto-exclut, bah, ça restera gênant. Au contraire, il faut s'imposer, il faut banaliser le fait que voilà, les femmes courent, les femmes investissent l'espace public. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, totalement gratuit. Mais ouais, aux femmes qui ont couru la Parisienne et tout, n'hésitez pas à aller courir d'autres courses. Et c'est vrai qu'il y a d'autres combats encore, il y a plein d'autres combats, la genrification des sports. Ah, il y a des sports féminins, des sports masculins, les sports de contact, de combat, on les considère comme masculins, les sports, comme l'équitation, le yoga, le pilates, c'est jugé féminin et c'est dommage. Mais moi-même, hein, moi-même, un jour, je me souviens, j'étais, dans ma salle de CrossFit, là, il y avait de temps en temps des cours de yoga, j'ai voulu essayer, spoiler, je ne suis pas faite pour le yoga, je suis très nulle au yoga, j'ai 0 souplesse, hein, vous voyez, moi, j'ai la souplesse, d'une chaise. Et donc du coup, il y avait un garçon dans la salle et ben, ma première réflexion, c'était: «Oh mais qu'est-ce qu'il fait là?» C'est ridicule, les bienfaits du yoga, c'est les mêmes pour les hommes et les femmes. Mais je sais pas, je me suis fait la réflexion: «Oh bah tiens, bah, c'est pas normal!» Je veux dire, ce garçon avait raison d'être là et bravo d'ailleurs d'être là parce que je suis sûre qu'il y a plein de mecs qui aimeraient bien faire du yoga mais qui ont pas, ouais, qui redoutent un petit peu du coup l'étiquette qu'on va leur coller. Et inversement, c'est pas normal, que voilà, une femme qui veut faire du rugby ou de la boxe, tout de suite, on se moque d'elle en disant: «Ouais, c'est une femme masculine, c'est une lesbienne». Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on tous qu'on travaille dessus un petit peu collectivement et bah, écoutez, c'était la conclusion de cette vidéo. Alors ouais, la vidéo encore un peu relâchée, j'avoue, j'ai beaucoup, donné mon point de vue et tout. Mais écoutez, c'est l'été, c'est le sport. Bah, je sais pas, pour moi le sport, en plus d'être une passion, c'est vraiment le sujet de conversation par excellence. On a tous un sport qu'on aime sans forcément le pratiquer, qu'on a plaisir à regarder et je trouve que voilà, pour parler, créer du contact et tout, c'est parfait. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je pense que c'est un sujet où on a peut-être tous notre pierre à apporter à l'édifice, hein, même nos témoignages. Et écoutez, je vous souhaite un bon visionnage des Jeux Olympiques. Hein, bien sûr, je vous invite à regarder le sport masculin et le sport féminin. Et bah, écoutez, à très très bientôt. Ah oui, alors d'ailleurs, je vais réuploader certaines vidéos. Et si je peux pas les réuploader, je vais les retourner. Il y a 3 ans, pour les JO de Tokyo, je m'étais chauffée. En fait, j'avais fait 3 vidéos. Et dans chaque vidéo, je parlais de 5 ou 6 sports. En fait, de tous les sports olympiques. Et dans chaque sport olympique, j'avais trouvé une femme qui avait marqué l'histoire du sport. Ces vidéos avaient bidé, mais de fou. J'ai dû avoir 90 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule. Et bah pareil, je vais essayer un petit peu de les moderniser et voir ce qu'on peut en faire. Donc écoutez, moi je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos et salut!